Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. La Martinique assure la présidence de ces régions ultrapériphériques. Donc nous avons nous sommes au pouvoir depuis novembre 2021 et nous avons eu une rencontre aux Açores pour définir la stratégie que nous voulons mettre en œuvre, en place dans les relations entre les régions ultrapériphériques et l'Europe. Ce rapport assez conséquent a fait à la fois la démonstration qu'il y a de bonnes choses, il y a des avancées certaines en matière d'équipement, d'évolution des investissements de l'Europe. L'Europe occupe aujourd'hui une place importante, pas seulement financièrement parlant, pour l'ensemble des RUP, mais aussi sur le plan de la stratégie de développement. Alors on peut voir ça d'un point de vue très positif en matière d'équipement structurant financé par l'Europe. On prend beaucoup d'exemples, le TCSP de la Martinique par exemple, mais en même temps, en matière de stratégie de développement, d'orientation des politiques de développement, il y a de bonnes choses, mais il y a aussi des choses assez contradictoires et même contestables. Et à ce titre-là, il fallait absolument trouver les formulations très concrètes des propositions que nous faisons, et ça a été fait en novembre 2021. Ça s'appelle la déclaration d'une stratégie de renouvellement des relations entre l'Europe et les régions ultrapériphériques en novembre, approuvée par les 9 pays concernés. Cette stratégie a été retenue en janvier 2022 par l'État français. Bien sûr, les Espagnols ont fait le même travail et les Portugais. Il y a une déclaration du ministère de l'État français à travers le ministère de l'Outre-mer reprenant l'essentiel des propositions et des conclusions présentées en novembre 2021. L'essentiel. On reviendra dans le détail tout à l'heure. Maintenant, quel est l'agenda? À partir du moment que l'État a accepté cette nouvelle stratégie, qui bouleverse quand même pas mal de choses, il nous faut absolument convaincre la Commission que de prendre une orientation, ce sera le rendez-vous du 3 mai, de prendre une orientation compatible avec les nouvelles orientations et les nouvelles propositions que nous formulons. Une autre date de l'agenda, c'est que nous aurons un rendez-vous pour bien vérifier que le Portugal, l'Espagne et la France, mais aussi les 9 RUP, nous sommes toujours en accord sur les propositions de mutation, d'évolution, de réorganisation de la politique européenne. Ça se passera le 18 et le 19 mai 2022. C'est-à-dire le 3, la Commission prend une orientation, et le 18 et le 19, nous nous réunissons en Martinique pour voir s'il y a des contradictions. Et ce sera une rencontre très importante, j'invite tous les journalistes à venir, où on aura les 9 représentants des RUP et les représentants des différents États avec la commissaire, Mme Elisa Herrera, qui est commissaire de ce qu'on appelle des régions et qui aura un rôle extrêmement important. Mais nous n'avons pas attendu que cette déclaration se fasse à la Commission sans pour cela qu'on puisse rencontrer à Bruxelles directement des membres extrêmement importants pour peser de notre poids sur les orientations stratégiques que la Commission va arrêter le 3. Si on n'avait pas fait cette mission, je pense qu'on serait peut-être tombé sur une déclaration un petit peu classique. Donc nous avons rencontré le commissaire Schmidt, nous avons rencontré aussi le commissaire Breton, et notamment qui est sur le marché intérieur. Le commissaire Schmidt, c'est surtout sur tout ce qui tourne autour du FSE, le Fonds de solidarité européen, chômage, activité des jeunes, travail, etc. Nous avons rencontré aussi Stéphane Bijoux, qui est parlementaire réunionnais. Nous avons rencontré Omar J. On a rencontré aussi l'ambassadeur qui est responsable des relations entre la France et l'Europe, comme il s'appelle encore son nom, l'Église Costa.
Ces rencontres-là nous ont permis d'orienter ces discussions et d'obtenir quelques, pas garanties, mais quelques axes à partager en commun. La première chose, c'est que la notion même de région ultra-périphérique est une notion qui est destinée certainement à prendre en compte les contraintes et les handicaps de nos pays, mais cette notion-là, abusivement, nous entraîne vers une sorte de marginalisation assez particulière, quelquefois plus négative qu'autre chose. Je le considère en tant que tel. Si cette notion-là était très valable pour définir le concept de région ultrapériphérique et décliner des solutions de rattrapage, d'aménagement, de dispositifs au niveau de l'européen, il faut garder l'aspect dérogatoire de l'article 349 du traité de Lisbonne, mais en même temps, on a tellement mis ces régions à la périphérie qu'on n'a jamais mis ces régions au centre de dynamique de développement qui leur serait propre. Et c'est ça qu'il faut, de mon point de vue, inverser assez rapidement, parce qu'à partir de ces régions, qui peuvent être aussi des lieux centraux, parce qu'on n'est pas qu'à la périphérie, on pourrait développer des politiques de développement assez exemplaires. Je prendrai quelques exemples, notamment en matière de connectivité numérique avec les pays qui sont tout autour de nous. Quelle est la connectivité numérique que nous faisons avec les pays de la Caraïbe, les pays qui sont à côté? La connectivité aérienne beaucoup plus poussée, d'autant plus que l'Europe peut financer les connexions aériennes et le soutien à la création de compagnies aériennes de proximité. Les connectivités maritimes qui sont très rares. On est tellement dans une logique de connectivité avec ce qu'on appelle abusivement la métropole, qu'on oublie que le cabotage peut se faire avec d'autres pays, avec des équipements, et notamment des bateaux, de moins d'importance, mais capables de faire ce cabotage-là. Lorsqu'on parle d'Erasmus, on ne parle que d'Erasmus entre l'Europe et l'Espagne et l'Angleterre et les autres pays à côté. On ne pense jamais que la Martinique pourrait faire Erasmus. Vous savez de quoi je parle avec Erasmus, avec le Porto Rico qui parle espagnol aussi, ou la Jamaïque. Lorsque nous parlons des relations de voisinage, on est dans une dynamique où les équivalences de normes qui n'existent pas aujourd'hui ne nous permettent pas d'importer des matières premières de proximité. On peut laisser la matière première, quitter le Brésil et aller à Bordeaux, l'acheter à Bordeaux, faire revenir à Fort-de-France ou à Pointe-à-Pitre. On est dans un système qui est pas très clair. Lorsque nous parlons de connectivité énergétique, nous sommes dans une zone non connectée, non interconnectée. Donc ce n'est pas du tout la même problématique que les zones qui sont connectées. La France est à côté de l'Espagne et du Portugal. Si Camontier est l'électricité, qu'à acheter à côté, mais si Camontier a l'électricité, c'est nous pouvons acheter en France, quoi, tu vois. Donc on est dans une situation assez rocambolesque, alors qu'on pourrait avoir des interconnexions ou des flux de connexion avec la géothermie de la Dominique. On prend un temps fou. Nous sommes aussi dans une situation où on nous qualifie d'être en surpêche, parce que la doctrine et de calcul de la politique de la pêche conduit à utiliser des paramètres de la Méditerranée et de la Manche, et pas de la mer et Caraïbes ou des Atlantiques, où on a une pêche côtière, une pêche traditionnelle. Donc depuis 2017, on attend des moyens pour renouveler la flotte, qui est en plus dans des zones chlordéconées. Donc si on veut aller beaucoup plus loin pour pêcher, les bateaux ne sont pas adaptés, et la situation sociale même, en embauchant le maximum de personnes, en ayant plus d'essence, on dépense plus pour aller pêcher que si on pêche le niveau de la côte. Ça, c'est des contradictions assez incroyables. Si nous voulons avoir une autonomie alimentaire, on est contraint, bien sûr, de relancer la production interne du pays, ce que j'appelle la production endogène, c'est-à-dire yam blanc, dachin, fia payan, patates douces, là, etc., etc. Mais attention, quand vous relancez la machine, vous tombez sur une organisation structurelle de la production agricole qui n'est pas du tout adaptée à la réalité, qui est plutôt sur la monoculture. Mais pas seulement la monoculture, mais l'esprit de la monoculture aussi. Ce qui fait que 80% de ce que nous consommons sur place, eh bien, nous le consommons en l'important. Et qu'on considère que c'est déjà une peine perdue de faire de la production. C'est complètement faux. On peut aussi avoir des schémas d'exportation de notre propre production. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai signé avec la présidente de la région Île-de-France une convention pour écouler nos produits traditionnels dans les cantines des lycées de la région Île-de-France, où il y a 12 millions d'habitants. Alors c'est pour cela que nous demandons à ce qu'on ait un paquet législatif qui traduise dans le Congrès
dans le concret, vraiment dans le concret, qui puisse traduire dans le concret les orientations stratégiques. Parce que les orientations stratégiques ne sont pas mécaniquement traduites en directive, en règlement ou en loi. Et nous sommes donc très déterminés à obtenir que ça se traduise en paquet législatif. Ça dépendra de qui? Ça dépendra, de la Commission, donc de Mme Ferreira, et des autres commissaires qui nous ont bien entendus, qui ont parfaitement saisi. Ça dépendra bien sûr de la puissance de frappe que des présidents des régions ultrapériphériques, et puissance de frappe que je porterai avec beaucoup de détermination, parce que j'ai mandat pour ça, pour négocier. Et la troisième chose, ça dépendra de la présidence française qui assure la présidence européenne jusqu'en juin. La date du 21 juin, c'est avant le 30 juin. Donc nous demandons au président ou à celui ou celle qui sera élu de bien vouloir travailler pour que ce que François Mitterrand, Aimé Césaire, Camille Dancière, Ernest Moutoussamy et Paul Vergès ont gagné quand ils sont allés à Bruxelles pour négocier avec M. Delors à l'époque pour obtenir la mise en place du système dérogatoire que porte le principe des RUP, des régions ultrapériphériques, au titre de l'article 199 du traité d'Amsterdam, qui est devenu l'article 349 du traité de Lisbonne. Donc, c'est cet acte majeur qui est un acte politique qui pourrait nous permettre de sortir d'une situation un petit peu de dépendance en matière de consommation économique, mais sortir aussi d'une situation où on privilégie beaucoup trop le handicap et qu'on ne privilégie pas la prise en compte structurelle du mal-développement pour nous permettre d'aller le plus loin possible dans des secteurs, dans des systèmes qui pourraient revaloriser et faire de ces pays des terres de production et non pas simplement des terres de consommation. Je vais prendre deux exemples pour terminer. Le premier exemple, c'est que personne ne parle des valeurs écosystémiques que ces régions-là apportent à la France et à l'Europe. Personne. Bien sûr, on en parle, mais sur un angle purement pittoresque et esthétique. 97% des surfaces maritimes sont dans ces pays d'outre-mer. Mais oui, puis après, bon. 80% de la biodiversité française et 70% de l'Europe se trouvent dans ces pays. Et puis après, bon. C'est bien d'entendre ça. On a l'impression d'entendre une sorte de chanson pittoresque, folklorique. Non, mais cette beauté, ça ne m'intéresse pas seulement comme beauté, ça m'intéresse comme valeur écosystémique. Quelle est la valeur écosystémique que nous apportons, nous, et comment intégrer cette valeur écosystémique? Je parle d'écologie, je parle d'équilibre de la planète, je parle de biodiversité, je parle d'oxygène, je parle de richesse biologique quand je parle de valeur écosystémique. Et comment on évalue ça? On préfère évaluer les quotas de carbone pour faire un marché carbone d'équilibre, mais on ne fait pas de marché sur les valeurs écosystémiques. La première chose, il va falloir évaluer ça pour voir sur tous les océans du monde, lorsqu'on dit que la France est le seul pays où le soleil ne se couche jamais, eh bien ça a un prix, ça a une valeur. Nous apportons dans la balance nationale cela. Quelle est la position vis-à-vis de la valeur géostratégique de nos pays? J'aurais pu dire militaire, mais je ne parle pas de ça. Océanique, en de l'eau et en bas de l'eau. C'est-à-dire que la puissance maritime que l'Europe et la France détiennent à travers ces pays qui sont sur tous les continents devrait être aussi prise en compte. Et qu'à ce titre-là, ce sont ces nouvelles valeurs qui devraient guider le développement économique et pas seulement nous dire mon barrette en route, anti-pont ou le comptant, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et à ce moment-là, on pourrait fixer par l'attractivité économique, je dis bien économique, recherche, développement, innovation numérique, connectivité, on pourrait fixer mieux la population au sens global du terme. C'est pour cela que, pour moi, cette mission-là est une mission déterminante. Il faut véritablement qu'on soit aidé et qu'au plus haut niveau de l'État français, que le doudouisme outre-mer s'arrête un petit peu au profit de nouvelles dynamiques où on est responsable aussi de nous-mêmes. À mon avis, j'allais dire comme Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné, mais on est véritablement au rendez-vous d'une nouvelle conquête qu'il faut absolument saisir. Je voudrais bien comprendre une chose. Ce qui se joue là, c'est donc cette nouvelle stratégie et qui doit être inscrite, et vous pensez qu'il faut l'inscrire par un paquet législatif, et c'est l'Union, la présidence française de l'Union, enfin l'Union européenne, qui doit l'acter ça, ce paquet législatif. Oui, parce qu'il est président du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Il est président que 6 mois. Ouais.
Moi, je suis président 1 an. Bon. Donc, j'ai voulu anticiper très tôt et ne rien lâcher, de telle sorte que le président français, qui est aux côtés d'un président des RUP et martiniquais et français, et puisse avoir la même ligne. On est dans la même ligne, parce que la déclaration française en janvier est totalement la déclaration que nous souhaitons. Et la déclaration entérinée par l'Espagne et le Portugal, là récemment, un document qui nous a permis de discuter aujourd'hui, c'est exactement la même. Et si vous voulez qu'on vous donne le document, on peut vous envoyer le document, qui est très précis sur les propositions mais vraiment concrètes dans tous les domaines. Pêche, agriculture, c'est ça numérique. qui doit être traduit par un paquet, c'est-à-dire un système de loi européenne ou française? Européenne. Alors bien sûr, si c'est en loi européen, si c'est en directive, il faut le traduire en droit et au niveau national. Mais c'est ce paquet, parce que si on vous donne une stratégie qui n'a pas de concrétisation, c'est une déclamation, c'est même pas une déclaration, c'est une déclamation. On vous dit on vous aime bien, et on passe la main sur la tête et puis c'est fini, quoi. Bon, ça avait une déclamation, c'est pas traduit. Et c'est le piège que je veux éviter. Si jamais c'est pas traduit, à mon avis, ce serait une belle déclaration, mais on aura perdu notre bataille, on est reparti pour 7 ans. Donc il faut, parce qu'on est en train de préparer le nouveau programme 2021-2027. Ce que je dis là, c'est parce qu'on est en train de préparer le nouveau programme. Si le nouveau programme se fait sur la base de ce qui s'est passé, ça n'ira pas. Donc on est obligé d'avoir un paquet qui... Je ne parle pas de révision, entre guillemets, de la Constitution européenne, c'est-à-dire, c'est pas ça du tout. Parce que ça viendra à un moment donné, ce sera plus puissant. Mais d'ores et déjà, si on a ce paquet législatif qui dit qu'en matière d'énergie renouvelable, de financement des infrastructures de transport dans les zones caribéennes, et sur la question des échanges en matière de dynamique numérique, énergétique ou audiovisuelle dans les bâtiments maritimes transfrontaliers, qu'on ait des plateformes d'équivalence de normes, qu'on ait une nouvelle politique de l'emploi et du travail et de la formation professionnelle, etc., etc., un plan Marshall qui sera adapté à chaque réalité pour les jeunes. Parce qu'on a 2 types de problématiques démographiques. En Guyane, c'est une surdémographie très puissante. À Mayotte, c'est la même chose. En Martinique et en Guadeloupe, c'est une sous-démographie. C'est environ 3000 personnes de moins par an. Donc, ça montre bien que ça montre bien que les solutions un peu standards, ça marche plus. Ça ne peut être que des solutions adaptées à chaque région. La Guyane, c'est la Guyane. La Martinique, c'est la Martinique. Ça n'a rien à voir. C'est une mise à jour du logiciel. Ah oui, c'est une mise à jour du logiciel, mais c'est pas seulement le logiciel fonctionne. Oui, c'est ça. D'abord, le système, ce que j'ai dit sur la notion d'ultra-périphéricité, on nous traite comme des handicaps. Comme un handicap, et qu'on fait de la compensation. Mais j'ai un cerveau, moi, franchement. Et je fonctionne. Il y a des initiatives, il y a des choses qui peuvent être créées sur place. Il y a d'ailleurs des choses qui ne peuvent être créées que sur place, et pas en Europe. Bon. Et c'est... à mon avis, cette volonté d'une émancipation économique, pour être plus concret, de production locale dans tous les domaines, dans l'audiovisuel, dans le cinéma, dans l'art, dans l'agriculture, dans l'industrie de transformation, et qui peut aller à faire de la Martinique un des éléments du triangle de progrès que je défends tout le temps. Vous savez de quoi il s'agit? Vous connaissiez le commerce triangulaire? Non, vous ne connaissiez pas, vous en avez entendu parler, parce que vous n'avez jamais subi. Ni moi d'ailleurs. Le commerce triangulaire, c'était quoi? C'était l'Afrique, Antilles, Amérique, et puis on revenait avec des produits transformés. Mais ceux qui venaient, c'était des esclaves, quoi. J'emmerde tout ce monde-là qui a fait ça. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Ce qui m'intéresse, c'est de transformer, d'inverser l'inversion, comme Césaire disait. Eh bien, de transformer ça, de faire le triangle du progrès. Le triangle du progrès, c'est ce qui se développe dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, où on pourrait parfaitement imaginer que les matières premières qui sont à proximité à gauche, c'est-à-dire dans les Amériques, les capitaux qui sont aussi à gauche dans les Amériques et dans la Caraïbe, eh bien, permettent d'alimenter et faire de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, des espaces aussi d'investissement et de transformation pour être exporté en Europe. Et ça peut créer une dynamique d'industrialisation, de transformation de produits multiples, ici, dans notre pays, en Martinique, en Guadeloupe, et ne pas faire de la Martinique en Guadeloupe que des terres de consommation. C'est ça qui est la logique. Nous sommes des terres de consommation. Les régions ultra-périphériques, c'était de prendre en compte les spécificités de ces régions. Vous voulez dire aujourd'hui, bon, évidemment, il y a eu des choses de fait, mais en fait, c'est un mot qui reste très très vague pour ces régions. Il faut aller beaucoup plus loin. Oui, la prise en compte des spécificités demeure.
Parce que prendre en compte le particulier pour aller vers l'universel, c'est une donnée philosophique très importante pour nous. Et en gros, ce qu'on fait en Martinique peut être différent de ce qu'on fait dans le Languedoc-Roussillon. C'est dans ce sens-là que je perçois ce qu'on appelle la spécificité. Mais vous rétrogradez au rang de secteur de non-production parce que vous êtes dans une logique distante de mécanismes économiques où il y a 500 millions de personnes et vous n'avez que 350 000 personnes, eh bien, vous vous trouvez dans un système addictif, et pas suffisamment au cœur d'une problématique de développement. Je ne veux pas être le soleil de l'Europe et de la France dans la Caraïbe. Si c'est ça, eh bien, on est tombé bien bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être acteur aussi de la croissance et du développement et d'avoir une économie où les investissements sont mieux partagés. Et la redistribution des gains se répartissent mieux, qu'il y ait qu'émerge une nouvelle couche de producteurs, qu'on ne soit pas dans le standard classique que nous connaissons, banane, canne, rhum, qu'on sorte. Il ne s'agit pas de les éliminer, mais il s'agit aussi de faire cette croissance. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.